Atlantique Café, ce sont deux vrais morceaux de culture à l'intérieur. L'invité que je reçois ce soir est auteur-essayiste marocain né en 1979. Son livre La posture d'Abraham retrace son odyssée en Israël et en Palestine en quête d'un rapprochement judéo-musulman. Il a théorisé un concept qui pourrait selon lui permettre la réconciliation des peuples. J'ai le plaisir d'accueillir Ismaël Ibn El-Khalil. Bonsoir. Bonsoir Laureline. Alors merci d'avoir accepté déjà cette invitation. Alors première question déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce voyage du rapprochement judéo-musulman? J'avais le sentiment de devoir aller d'abord, parce que je suis un homme pragmatique, d'aller toucher du doigt, écouter de vive voix Israël à Palestine, rencontrer des Palestiniens, rencontrer des Israéliens, et d'avoir une attitude proactive pour structurer le rapport des Arabes à l'entité israélienne, à ce pays-là. Il fallait créer un nouveau rapport des Arabes à Israël, un rapport constructif, pacifié, apaisé, en espérant évidemment régler la question, la douleur du peuple palestinien. Bien, alors on va passer à ce concept que vous avez théorisé, c'est le titre de votre livre, La posture d'Abraham. Qu'est-ce que la posture d'Abraham ? En fait, la posture d'Abraham consiste donc à se mettre dans la place d'Abraham, de trancher entre ses petits-enfants. Bien sûr, schéma à la base dans la Genèse très simplifié, mais qui va prendre forme pour donner lieu à un concept beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus formalisé, structuré. Donc, je vais vous lire les principes clés. La posture d'Abraham est une posture intellectuelle, d'écoute, qui consiste à faire fi de son appartenance religieuse et communautaire pour laisser la place à un jugement sans parti pris et pour donner lieu à des analyses froides et dépassionnées afin d'aboutir à des situations sages et juste, donner vie à une nouvelle appartenance, celle de Millet Ibrahim, la tradition d'Abraham, et de se revendiquer du message d'Abraham autour de valeurs d'Abraham, qui sont les valeurs de justice, d'hospitalité, de miséricorde, d'humilité, de loyauté, de gratitude. Quand on se met en posture d'Abraham, c'est fondamental, on ne peut faire l'économie du principe universel de l'égalité de tous les hommes en droit. Parce que si on fait l'économie de ce concept d'égalité des hommes en droit, on continue à considérer les Palestiniens comme des sous-hommes dont on peut faire ce que l'on veut. Alors, faire fi de son appartenance religieuse et communautaire, alors c'est beau, mais est-ce que dans la vie, c'est possible ? C'est extrêmement difficile de faire fi de son appartenance, justement parce que ce qui divise aujourd'hui juifs et musulmans, israéliens et palestiniens, c'est ce qui les unis, en fait, c'est leur esprit tribal. Étant tribal chacun, on est tribal une tribu contre l'autre. C'est pour cela justement que pour rassembler ces tribus qui s'opposent, il faut aller chercher ce qui les rassemble. Et qu'est-ce qui les rassemble ? C'est ce rattachement à Abraham, en la figure d'Abraham, puisque la Torah et le Coran font beaucoup référence à ce prophète noble qu'on revendique de la même manière. Donc cette posture va venir cristalliser toutes les valeurs de cet homme exceptionnel dans une sunna, une nouvelle sunna, pas sunnat Mohammed, pas sunnat Moussa, mais sunnat Ibrahim, et qui va inviter les juifs et les musulmans à essayer, comme vous dites, de sortir de sa propre tradition pour créer une nouvelle tradition. Est-ce que vous pensez qu'un homme providentiel du type Mandela pourrait aider ce rapprochement entre les cultures, cette réconciliation ? Dans la posture d'Abraham, j'évoque un scénario de politique fiction dans lequel je n'imagine pas un homme providentiel, mais un duo providentiel. Il y aurait du côté israélien, l'émergence d'une jeune femme, une femme qui s'appellerait Goldma Weizmann, qui serait de mère juive marocaine, qui serait de père ashkénaze russophone, qui serait pétrie de valeurs universelles, éduquée à Harvard, qui ferait de la prison parce qu'elle aura fait de la désobéissance civile en Israël, et qui par un retournement de conjoncture va être élue à la tête d'Israël. Et surtout par les femmes et les hommes qui se révoltent par rapport à la politique militaire et belliqueuse israélienne. Cette femme-là lancerait un plan Marshall, qui s'appellerait le plan Miséricordia, à la destination de la Palestine, dans lequel Israël, avec l'argent des pays arabes, irait investir en Palestine pour reconstruire la Palestine, redonner une dignité, redonner des droits aux Palestiniens, par une courroie de transmission qui serait ce qu'on appelle les Arabes d'Israël, mais qui sont en fait les Palestiniens de nationalité israélienne. Et ce plan Miséricordia
donnerait lieu à la création des bases d'un État palestinien. Et de l'autre côté, le duo est composé de Marwan Balrouti, qui est une personne qui n'est pas fictive mais qui est réelle pour le coup, qui est aujourd'hui en prison, dans une prison israélienne, qui parle extrêmement bien hébreu, qui a une double légitimité, qui lui, du côté palestinien, serait capable de faire les sacrifices et surtout faire accepter aux Palestiniens de faire les sacrifices nécessaires pour construire une paix. Et donc, c'est ce duo, Golda Weizmann et Marwan Balrouti, arriverait en 2048. 100 ans après la partition, a créé un nouvel État, l'État des rêves d'Abraham, la terre d'Abraham, un État fédéral constitué de 2 États, l'État d'Israël et l'État de Palestine. Voilà ce rêve utopique sur lequel je boucle mon histoire. Et alors on va reprendre une phrase de votre livre. Israël a peut-être besoin d'une révolution intellectuelle humaniste. Et vous posez la question, hein, et effectivement on se la pose tous, est-ce envisageable ? Qu'est-ce qu'une révolution intellectuelle humaniste est-elle envisageable? Une révolution intellectuelle humaniste consiste à dire qu'il y a un éveil de conscience en disant qu'une vie, quelle qu'elle soit, vaut une autre. La vie d'un bouddhiste, d'un syrien, d'un sud-américain, d'un palestinien et d'un juif se valent et qu'il faut les défendre et les protéger au même titre. C'est de considérer que tous les hommes ont des droits inviolables, des droits universels, des droits au logement, des droits à l'éducation, des droits au travail, des droits à la sécurité. Et c'est considérer que quand on protège ses propres droits, on protège les droits de l'autre. Pour qu'à terme, à très long terme, notre propre liberté, notre propre droit soient conservés. Donc c'est vraiment une révolution intellectuelle par rapport à la situation actuelle dans laquelle il faut dire que l'État israélien considère, dans les faits, on peut le constater, il ne le dit pas, les Palestiniens comme des sous-hommes sur lesquels on peut exercer tout ce qu'on veut. L'histoire me contredit. Pourquoi ? Parce qu'il faut distinguer dans le message hébraïque, le message des prophètes, le message de Moïse, et notamment les 10 commandements, il faut le distinguer de l'interprétation des premiers rabbins. Dans le message des 10 commandements, je vais me permettre de citer les 5 derniers, qui sont repris dans l'Exode et la Deutéronome, qui sont « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, et tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. » Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Et ces commandements, ces 5 derniers commandements résonnent de manière très particulière aujourd'hui avec les drames qui se passent sur Gaza. Et je pense que ce message, quand la tradition, quand l'universel l'a transmis à Moïse, c'était pour les appliquer aux hommes, à tous les hommes sans exception. Or, d'après mes lectures, les premiers rabbins juifs ont circonscrit ce message au peuple juif. Donc les juifs se devaient d'appliquer ces 10 commandements vis-à-vis des juifs. Mais ces 10 commandements ne s'appliquent pas aux goy, aux non-juifs, sur lesquels on a tous les droits. Et justement, ces Palestiniens sont ces petits-fils de Cananéens sur lesquels on peut exercer tous les droits, que l'on peut passer par le fil de l'épée sans aucun cas de conscience. Et donc oui, vous avez raison, cette révolution intellectuelle humaniste à laquelle je rêve se revendique des valeurs universelles, se revendique des valeurs de la Torah, mais est-ce que c'est l'état d'esprit des Israéliens et des Juifs en général? Je ne sais pas. Ça veut dire que les deux parties ne seraient pas pour prendre la posture d'Abraham, si on vous suit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, personne ne pourrait être en posture d'Abraham. C'est une éducation, c'est une pédagogie à la posture d'Abraham. D'ailleurs, j'émets l'hypothèse que Hassan II, quand il était en train de rapprocher Israéliens et Palestiniens dans les années 70, à la fin des années 70, pendant les années 80, pour préparer les accords d'Oslo en 94, était en posture d'Abraham. Il était en train de faire le lien, il était le trait d'union entre les Israéliens et les Palestiniens, qui à l'époque étaient en guerre beaucoup plus ouverte qu'aujourd'hui. Et il était là pour essayer de leur faire entendre raison, leur faire entendre cœur et raison. Donc la posture d'Abraham, oui, c'est quelque chose d'extrêmement idéaliste aujourd'hui, mais qu'on peut descendre sur la réalité par un travail de pédagogie, aussi bien auprès des Palestiniens, des négociateurs palestiniens, que des négociateurs israéliens. Et peut-être aussi, ça pourrait se passer uniquement si la Palestine a un vrai leadership, a des dirigeants capables d'orienter son peuple. Est-ce que la Palestine pourra retrouver un leadership politique, selon vous ? C'est un point très très important. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qu'évoque beaucoup Israël et sur laquelle je suis relativement d'accord. C'est que Israël aujourd'hui n'a pas d'interlocuteur fiable en face. Arafat était
considéré par eux comme un terroriste, mais qu'ils l'ont légitimé puisqu'il a fait une paix et qu'il a été reconnu. Aujourd'hui, Mahmoud Abbas, dans une certaine mesure, est aussi légitimé. Mais est-ce que c'est un Mandela, comme vous dites, un profil Mandela qui a du courage, qui peut faire des sacrifices, qui a l'unanimité de tous? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a la chance d'être reconnu par les deux parties. Pour revenir très concrètement au leadership palestinien, leadership politique palestinien, il faut rappeler que la Palestine, les Palestiniens sont un peuple extrêmement instruit. C'est un peuple qui se distinguait par rapport aux Arabes, par leur instruction, par leur niveau d'éducation, et qu'ils vivaient sur une terre ancestrale de culture et de civilisation. Et ils ont été malheureusement, depuis 1948, progressivement déchus et décimés, parce qu'on les a poussés à quitter leur maison, à aller en diaspora. Et c'est aujourd'hui 2/3 des Palestiniens vivent en diaspora, que ce soit dans les pays autour d'Israël et de la Palestine, ou aux États-Unis, soit en Europe. Et je pense, et là les probabilités sont fortes, que parmi ces Palestiniens, il y ait effectivement des figures fortes, des jeunes, des femmes, des hommes, qui sont porteurs d'espoir, qui peuvent faire œuvre de Mandela et défendre leur peuple et la cause de leur peuple. Maintenant, je me retourne vers vous, Laureline, parce que pour voir l'émergence d'un processus de leadership politique, il faut qu'il y ait un écosystème favorable à l'émergence d'un leadership politique. Ma question est la suivante, Laureline. Est-ce que vous pensez que l'environnement, l'écosystème médiatique et mondial aujourd'hui est favorable à l'émergence d'un leadership politique palestinien? En effet, difficile de l'imaginer. Alors, dans ce climat passionné, n'avez-vous pas peur, en œuvrant pour cette réconciliation, de vous faire traiter de traître ou d'être taxé d'utopiste? Vous avez évoqué à plusieurs reprises justement que peut-être votre réflexion était un peu utopique. D'être taxé d'utopiste, oui, c'est le cas et je l'assume totalement parce que je suis quelqu'un qui croit aux prophéties, aux réalisatrices. Je crois qu'il faut parfois énoncer, exprimer, formaliser, formuler, insister sur certaines images, certaines constructions d'avenir, en espérant que d'autres prennent le relais pour les réaliser. J'espère que mon rêve de cette nouvel État, Erez Abraham, soit une de ces prophéties autoréalisatrices qui sera repensée, adaptée à la réalité par des Israéliens et des Palestiniens, et que ce leadership politique palestinien que vous évoquiez puisse voir le jour. J'espère de tout cœur que cela puisse arriver. Maintenant, être taxé de traître, j'espère que cela n'arrivera pas. Je n'ai jamais caché mon très grand attachement à la justice et aux valeurs universelles et morales. Et c'est à elles que je me dois de rester fidèle et de ne pas trahir. Maintenant, si je dois émettre, et je le fais, des critiques à l'encontre des Palestiniens, des dirigeants palestiniens, des Israéliens ou des dirigeants israéliens, et que ces critiques sont dans l'intérêt des peuples israéliens et palestiniens, de leurs enfants, eh bien je suis prêt à courir ce risque et faire courir la chance à mon rêve d'Erez Abraham. Malheureusement, je sais que nous ne sommes jamais à l'abri de la violence et des positions extrémistes, et que cela soit la violence d'individus ou même d'organismes aveuglés par la défense de leurs intérêts. J'espère ne pas être atteint de cette violence-là. Alors aujourd'hui, le conflit soulève les foules. On a souvent tendance, qu'on soit musulman ou juif, on prend bien sûr parti pour sa communauté. Or aujourd'hui, on a la sensation qu'on confond tout, juifs, musulmans, palestiniens, arabes. Oui, je voudrais préciser quelque chose de grande actualité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle extraordinaire dans cette bipolarisation des positions. On voit les Arabes pro-palestiniens partager des images de violence, des images extrêmement violentes par rapport aux photos des enfants, des femmes palestiniennes brûlées, éclatées, etc. On voit les pro-israéliens véhiculer les messages du Premier ministre israélien avec beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, beaucoup d'interviews des porte-paroles d'Israël. Donc il y a une bipolarisation via les réseaux sociaux. Personnellement, sur Facebook, dans mon profil ou dans la page, le groupe de la posture d'Abraham sur Facebook, j'ai fait le choix de ne pas partager les images de violence d'une partie ou de l'autre. J'essaie justement, sur les réseaux sociaux, de faire œuvre de posture d'Abraham et d'essayer d'être juste, d'adopter des critiques à l'égard des Israéliens et des Palestiniens quand il le faut, et surtout de ne pas trop jouer l'émotion pour éteindre la raison. Donc on peut exercer, chacun des auditeurs, chacun des Marocains, chacun des musulmans, chacun des Juifs, chacun des Israéliens,
peut essayer de se mettre en posture d'Abraham en essayant de ne véhiculer que des messages qui rapprochent et pas des messages qui éloignent. Donc j'appelle et je fais appel ici, en cette date, je fais un appel à la posture d'Abraham pour que chacun d'entre nous, dans son intime conviction, puisse faire œuvre de justice, faire que la tente soit ouverte des 4 côtés, la tente d'Abraham. Maintenant, vous parlez du fourre-tout, le fourre-tout du mot arabe musulman, du fourre-tout du mot juif et israélien. Effectivement, l'enfant que j'étais avait beaucoup de mal à formaliser ce mot juif. Il y avait les voisins de mes grands-parents, il y avait mes copines de classe juives marocaines, il y avait les soldats de Tsahal qui tiraient à balles réelles, il y avait les petits-enfants et les femmes qui se faisaient exploser à Tel Aviv et à Haïfa dans les bus tués par des Palestiniens. Et j'avais du mal à mettre de l'ordre dans tout ça. Et donc, il fallait structurer un rapport à ces juifs. Et finalement, parmi les juifs, il y a les grands prix Nobel, mais il y a aussi les dirigeants israéliens actuels aveuglés par des intérêts extrêmement clairement définis pour eux. Et donc la posture d'Abraham amène un éclaircissement, parce que les juifs finalement sont des hommes, mais comme chez les arabes, il y a des gens nobles et des gens beaucoup moins nobles, et qu'il faut voir dans les juifs et dans les arabes ce qui est dans toutes les natures humaines, des bons et des moins bons. Et donc finalement, il n'y a pas de catégorisation. Je me révolte contre ces catégorisations d'origine religieuse ou tribale. Alors, on va continuer avec justement le Maroc. Vous y êtes né. Comment est-ce que vous avez vu ce changement de rapport entre les deux communautés, juives et musulmanes ? Mes parents ont vécu une période où la cohabitation était là, en classe, dans la rue, à jouer au football. Les enfants du Mela de Fès et le Mela de Marrakech jouaient au football avec les enfants de la Médina. Moi, effectivement, déjà, dans ma petite enfance, je n'avais pas rencontré de juifs. Je crois que j'en ai rencontré pour la première fois à 12-13 ans. Alors que mes parents ont grandi avec eux. Quand on va dans des villes comme Sefrou, qui a été totalement appauvrie par le départ des Juifs, on voit que malheureusement, le départ des Juifs a été un coup terrible au Maroc, et je souhaite revendiquer très fièrement mon identité en tant que Marocain, qui est profondément marocaine, arabe, musulmane, mais aussi arabo-andalouse et hébraïque. Donc cette composante de mon identité n'est pas niée, au contraire, elle est revendiquée avec autant de fierté que les autres. Si on veut véritablement travailler pour la paix, voilà ce qu'il faudrait faire. Il faudrait réunir des jeunes Palestiniens, des jeunes Israéliens, les faire étudier ensemble, les faire manger ensemble, les faire voyager ensemble, les faire connaître. On pourrait faire des camps israélo-palestiniens au Maroc pendant 3 mois, dans lesquels les jeunes viendraient, passer 3 mois, mangeraient ensemble, vivraient ensemble, pour peut-être de ces camps de cohabitation naîtraient des relations interpersonnelles, des relations fortes entre Palestiniens et Israéliens qui pourraient marcher en direction de cette posture d'Abraham. Je fais appel ici, parce que j'espère que cette émission sera podcastée en Israël, je fais appel à tous les Marocains juifs d'Israël pour leur dire qu'ils ont un rôle fondamental à jouer dans la Knesset, en dehors de la Knesset, dans la société civile, dans les réunions, dans les manifestations du vendredi avant le Shabbat à Tel Aviv et à Jérusalem pour la paix. Il faut aller sortir et dire nous voulons structurer, comme moi de mon côté en tant qu'arabe, marocain, musulman, veux structurer un rapport apaisé aux juifs qui sont des hommes au même titre que moi, que je respecte, avec lesquels je veux construire l'avenir, le 21e siècle. Il faudra appeler les Israéliens à structurer un rapport apaisé aux Palestiniens, aux Arabes. Donc j'ai beaucoup de foi en le rôle que peuvent jouer les Marocains dans cette paix. Hassan II en a été le porte-drapeau. Et j'espère que Mohamed VI prendra des ambassadeurs de paix pour aller appeler à la paix les Palestiniens et les Israéliens. Alors ce livre, La posture d'Abraham, à qui est-il destiné ? On comprend peut-être aux juifs marocains d'Israël, déjà en premier lieu, et puis à qui d'autre ? À vrai dire, l'enjeu de ce livre, avant de vous dire à qui il est adressé en premier, l'enjeu de ce livre est avant tout le drame de la population palestinienne, de ce peuple palestinien, frère aux Sémites, frère aux Marocains, frère aux Israéliens aussi, qu'ils le veuillent ou non. Ce livre, je l'ai écrit essentiellement pour les jeunesses juives et israéliennes du monde, pour faire appel à elles, parce que je fonde mon espoir fondamentalement dans cette révolution intellectuelle humaniste juive au XXIe siècle, pour pouvoir dépasser le conflit israélo-palestinien et pour rétablir la justice dans cette terre d'Abraham. Voilà, Ismaël Ibn El Khalil, merci beaucoup. Une belle invitation à adopter cette posture d'Abraham que vous expliquez dans votre livre aux éditions Auteurs du Monde. Merci beaucoup. Merci Laureline, merci beaucoup de m'avoir accueilli.